Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La concurrence pure et parfaite correspond à la théorie néoclassique de formation des prix élaborée au XIXe siècle, et est définie par une structure de marché parfaite, c'est-à-dire par l'atomicité de l'offre et la demande, l'homogénéité des produits, la libre entrée ou sortie du marché, la transparence de l'information ainsi que la libre circulation des facteurs de production. Nous verrons ces points plus en détail dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre livre numérique offert, le guide de la liberté financière dont le lien se trouve dans la description. L'atomicité de l'offre et de la demande. Cela signifie qu'il existe un grand nombre d'agents économiques, aussi bien du côté de l'offre que du côté de la demande, et qu'aucun d'entre eux ne dispose sur le marché, d'une dimension ou d'une puissance suffisante pour exercer une action quelconque sur la production et sur le prix considéré. Il n'y a donc pas de situation de monopole, c'est-à-dire une grande partie du marché qui est détenue par un seul acteur économique comme ce fut le cas avec des entreprises d'État comme la Poste pour l'envoi de courrier, ou la SNCF pour le transport de personnes et de marchandises, ou d'oligopole, c'est-à-dire une grande partie du marché qui est partagée entre quelques acteurs économiques comme dans la téléphonie en France avec Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom. L'homogénéité du produit. L'homogénéité du produit suppose que toutes les entreprises livrent des produits et services que les acheteurs jugent identiques ou homogènes. Ils n'ont pas de raison de préférer le produit d'une firme au produit d'une autre firme. Le choix de l'acheteur n'est ainsi guidé que par le prix. Par exemple, deux nouveaux téléphones portables, l'un produit par Sony, l'autre par Samsung. Ces deux téléphones sont identiques, même capacité de mémoire, même processeur, même nombre de pixels pour l'appareil photo, et seul leur prix, et du coup leur marque aussi, permet de les différencier. L'acheteur fera son choix en fonction du prix proposé selon cette théorie. La liberté d'entrer et de sortir du marché. La liberté d'entrer et de sortir du marché signifie que quiconque veut s'adonner à une certaine production peut le faire sans restriction ni délai, pénétrer sur le marché, et ainsi concurrencer ceux qui s'y trouvent déjà. Les entreprises qui composent l'industrie ne peuvent s'opposer à l'arrivée de concurrents. On a par exemple déjà vu ce cas de figure en France avec l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie. En revanche, l'entrée d'un nouvel opérateur téléphonique en France est encadrée par l'État, et il est très peu probable que cela se produise. De même, qu'en est-il des entreprises qui ont déposé des brevets pour protéger leurs découvertes, et empêchent la concurrence de se lancer sur le même créneau? Les nouvelles entreprises ne peuvent donc pas toujours entrer ou sortir d'un marché librement. La transparence de l'information. La transparence de l'information suppose que les offreurs et les demandeurs soient parfaitement informés des caractéristiques des produits et des prix auxquels ils sont proposés. La parfaite connaissance de tous les facteurs significatifs du marché empêche ainsi que certains profitent d'une information particulière pour manipuler le marché. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas puisqu'on se rend souvent compte qu'il y a eu des délits d'initiés qui sont par la suite sanctionnés par la justice. La libre circulation des facteurs de production. Cela signifie que le capital et le travail doivent pouvoir se déplacer librement à la recherche de la meilleure opportunité de rémunération. Cela suppose donc la libre circulation des capitaux dans le monde, ainsi que l'ouverture des frontières aux flux migratoires sans aucune restriction. C'est un peu ce que permet la création de zones économiques comme l'Union européenne. Les trois premières conditions définissent la concurrence pure, c'est-à-dire pure de tout élément de monopole. Les deux suivantes définissent la concurrence parfaite et l'ensemble des 5 conditions définissent la concurrence pure et parfaite. Toutes ces conditions partent du principe que l'agent économique est rationnel. Les marchés financiers sont souvent cités comme étant les marchés sur lesquels la concurrence se rapproche le plus de cette concurrence pure et parfaite. Néanmoins, il existe des failles comme en attestent les différentes affaires de délits d'initiés, comme par exemple avec Matthew Martomash et SAC Capital sur des médicaments destinés à lutter contre la maladie d'Alzheimer à la fin des années 2000 ou encore David Zilka sur le point de quitter Microsoft pour un hedge fund qui donne une information à son futur patron. Limites et intérêts du modèle de la concurrence pure et parfaite. L'économie est un ensemble dont les éléments sont tous interdépendants. On va donc passer progressivement de l'équilibre sur un marché à l'équilibre de l'ensemble de l'économie. Autrement dit, l'équilibre général. Le modèle de cet équilibre général énonce les hypothèses nécessaires pour que le marché fonctionne parfaitement, c'est-à-dire comme si une force conduisait des agents, régis par leurs intérêts particuliers, à réaliser, sans le rechercher, l'intérêt collectif, ce qui s'apparente à une sorte de main invisible qui les guiderait, selon la métaphore d'Adam Smith. Cela implique que les agents économiques soient rationnels, qu'ils ne peuvent pas manipuler les prix ni procéder entre eux à aucun échange direct. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre avis dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables.
À bientôt.